18h44 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par le général Vincent Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Ancien directeur de l'école de guerre. On va évoquer ce qui se passe dans notre pays. On écoulera le général Pierre de Villiers, que vous devez connaître. Mais là, les dernières déclarations du président ukrainien Zelensky sont importantes. Évidemment, il parle du compromis entre l'Ukraine et la Russie, qui est évidemment en train d'être négocié entre Américains et Russes. Il estime qu'il faudra une élection ou un référendum sur la question des territoires de l'Est. Il faut que ce soit validé par cette élection, dit-il. Il faut que le peuple ukrainien réponde à cette question. Et il faut aussi des garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'est ce qu'il a dit avec à de hauts responsables américains. Est-ce que ça va dans le bon sens, général Desportes? Est-ce qu'on va s'acheminer quand même vers quelque chose qui va s'apaiser ou pas, selon vous? Alors, je crois que quand on va dans le sens de la paix, on va toujours dans le bon sens. Maintenant, cette paix, il faut qu'elle soit à la fois juste et durable, selon le vieux terme. Et moins elle sera juste, et moins elle sera durable. Et en ce qui concerne le trade-off entre les territoires et les garanties de sécurité, on voit bien que si on cède sur les territoires sans avoir des garanties de sécurité solides, alors on donnera toute l'Ukraine. Et moi, je comprends très bien, ce sera le peuple ukrainien de décider s'il cède, mais il ne peut pas le faire s'il veut survivre, s'il n'obtient pas de Poutine le droit d'avoir des garanties de sécurité solides. C'est pour ça que le jeu ne s'arrête pas là, parce que je ne pense pas que Trump aille aider l'Europe à établir ces garanties de sécurité que nous aurons nous-mêmes du mal à consolider si on n'a pas le soutien des Américains. Ça veut dire quoi, les garanties de sécurité? Ça veut dire envoyer une force d'interposition, très clairement, ou pas? Alors, ça veut dire, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que Trump, non, on n'est pas encore là, que Poutine n'ait pas la tentation de poursuivre sa zapade, sa manœuvre vers l'Ouest. Et donc, il faut qu'il sente que nous nous battrons. Alors, ça peut être défini de n'importe quelle façon. Mais ces garanties de sécurité, il faut que ce soit des boots on the ground. Pourquoi est-ce que C'est-à-dire des soldats sur le terrain. Pourquoi est-ce que nous avons cru pendant toute la guerre froide de garantie de sécurité américaine? Parce qu'il y avait 400 000 Américains le long du rideau de fer. Et donc ça, c'était sérieux. Les garanties de sécurité que nous avons acceptées en 1920, c'était l'Amérique au loin, l'Amérique overseas. Elle ne nous a pas protégés. Au contraire, elle était isolationniste. Et on le sait, les Américains portent une lourde charge dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les garanties de sécurité, c'est l'assurance absolue que si les Russes avancent, ils tomberont sur un mur de détermination et un mur de feu et de sang, s'il le faut. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, s'est exprimé cet après-midi. Il estime que Donald Trump est le seul capable d'emmener Vladimir Poutine à la table des négociations et de le mettre à l'épreuve. Écoutez, vous validez? Écoute, c'est difficile à valider parce que le seul capable de le mettre, à mon avis, c'est Trump. C'est pas lui. Donc vous validez. Ce que veut faire Poutine, c'est bouffer tout cru camarade Zelensky. Et donc il y a que Trump. Et la difficulté, vous savez bien, c'est que Trump est très très loin d'avoir la volonté de pousser Poutine à négocier. Et donc on n'est quand même pas tellement avancé dans cette affaire-là. Et je ne pense pas que l'Ukraine cédera si elle n'a pas sa garantie de sécurité, parce que elle s'est battue 4 ans pour exister. Et elle ne va pas céder comme ça. Eugénie? Oui, on a vu la phrase du chef de l'état-major de l'armée qui a fait beaucoup réagir, où il a dit qu'il fallait se préparer à perdre des enfants dans cette guerre face à la Russie à brève échéance. Est-ce que vous pensez, vous, que dans la population européenne, il y a un consentement, effectivement, à ce que vous dites, avec une présence militaire accrue, avec la possibilité de perdre des hommes, de perdre des soldats, de s'impliquer dans une guerre qui ne soit pas seulement économique et financière, envoyer des armes, mais vraiment à verser le sang? Est-ce que vous pensez que le consentement existe? Alors, si on en croit les réactions aux déclarations du général Mandon, on peut se poser la question. Déclarations qui ont été totalement déformées, surinterprétées, poussées par les réseaux, poussées par Poutine. Ne nous trompons pas sur ce qui s'est passé. Enfin, les phrases étaient dites quand même. Madame Ney, les phrases étaient dites. Mais elles ont été interprétées. Ce qui a été dit, d'abord, les jeunes Français dont il parle, c'est les soldats. Oui, pas les autres. voilà, exactement, c'est les soldats. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'il a peut-être pas suffisamment dit, c'est qu'il ne fallait pas être fort, se préparer à la guerre pour la gagner, mais se préparer à la guerre et prête à la gagner pour qu'elle n'ait pas lieu. Oui. Et ça, voilà, mais c'est important. Alors, derrière,
on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous êtes en Pologne et dans les Pays-Baltes, les gens, vous y allez, moi aussi, les gens comprennent ce qui se passe. Quand plus vous êtes au sud et plus vous êtes à l'ouest, vous ne comprenez pas que ce qui est at stake, comme les Américains, ce qui est en risque, c'est nos libertés, nos civilisations, etc. Tous les jours, je peux vous le dire, parce que je le sais, tous les jours, il y a des attaques coordonnées de la Russie en termes cyber, tous les jours. Nous sommes déjà en guerre contre la Russie. Nous sommes dans la phase 0 de la guerre. C'est-à-dire, la Russie est en train d'attendrir la viande pour qu'elle soit plus facile à pénétrer. Est-ce qu'il y aura une phase 1 ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous sommes déjà en guerre. Et si nous ne sommes pas suffisamment forts, si le peuple, et le général Mandon avait raison, si le peuple n'est pas prêt à défendre ses valeurs, eh bien, oui, nous aurons une guerre. Et c'est pour ça qu'il faut être fort. Louis Dragnel. Mon général, moi, je vous rejoins totalement sur le fait que, évidemment, il faut renforcer notre posture, notre épaisseur en France. Et ça, je pense que c'est un sujet de consensus. En revanche, moi, là où je me pose vraiment des questions, est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a une forme d'irresponsabilité à donner un peu l'impression à Volodymyr Zelensky que, eh bien, il peut, d'une certaine manière, tordre le bras de Vladimir Poutine, qui peut inverser le cours des choses. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le temps joue contre l'Ukraine et que, en réalité, Volodymyr Zelensky a plutôt intérêt à signer la paix assez rapidement, assez vite, parce que derrière, et je termine vraiment mon propos par ça, l'impression qu'on a, c'est que l'Europe n'interviendra jamais, enfin ne viendra jamais derrière Volodymyr Zelensky. Moi, j'ai l'impression qu'on vend un peu du vent à Zelensky et que à la fin, voilà, c'est lui il a intérêt à signer vite parce que sinon, son pays, pour le coup, sera encore plus petit que... La réponse du général Vincent Desportes. Alors, ma réponse, c'est qu'on ne peut pas signer n'importe quoi. Bon. Alors maintenant, l'Europe est en charge. L'Europe doit décider. L'Europe n'a pas fait de stratégie depuis le début de cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas défini de but de guerre. Au lieu de faire la stratégie, on donne de l'armement très hétéroclite, on donne de l'argent, on n'a pas fait de stratégie. Et nous avons des volumes de force qui sont quasiment aussi forts, nous, Européens, que la Russie. On a un PIB qui est 10 fois supérieur globalement à celui de la Russie, et on ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait de stratégie. Aujourd'hui, nous sommes au pied du mur, et vous avez raison. Et maintenant, il faut décider vraiment qu'on se foute ou pas des Ukrainiens. Où vais-je défendre l'Europe ? Est-ce que je la défends sur la frontière polonaise ou est-ce que je défends l'Europe sur la frontière ukrainienne ? Et vous oubliez, pardon, je me permets, une autre frontière qui est la Méditerranée. Parce que j'ai l'impression, moi, qu'on est complètement obsédé par le flanc. Mais il y a d'autres enjeux extrêmement importants pour la France. Je n'oublie pas, il y a deux menaces qui sont... L'une très, très visible, qui est la menace russe, et puis il y a la menace du Sud. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Notre problème, c'est qu'on a pivoté complètement contre le Sud, en oubliant qu'il y avait une autre menace. C'est pour ça que notre armée, elle doit refaire ce pivot. Notre défense, notre sécurité doit arriver à faire face. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix que de renforcer les moyens de défense dans tout domaine, la défense civile, la défense des policiers, la défense militaire. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a ce choix à faire. Soit nous considérons que tout investissement en Ukraine est un investissement stratégique. Moi, je penche pour ça. Pour l'instant, les Ukrainiens tiennent devant eux 700 000 soldats russes. Quand ces 700 000 soldats russes n'auront plus à faire la guerre contre l'Ukraine, personne ne sait. On peut avoir des idées sur ce qu'ils vont faire après. Et qu'est-ce qu'on fait aussi ? Pendant ces 3 ou 4 ans, pendant qu'on tient l'armée russe, nous, on est en train de monter en puissance, parce que la France et l'Europe ne fait pas tout bien, mais en tout cas, on est dans un mouvement qui commence à monter notre effort de défense. Et puis, on se prépare à cette guerre que nous n'avons pas appris à faire. On apprend la guerre dans la guerre, et s'il fallait se battre demain matin contre les Russes, ce serait pas très simple. Non pas qu'on n'ait pas les moyens, mais la Russie, ça fait 4 ans qu'elle fait cette guerre, qu'elle a complètement changé. Et donc, moi, je pense, on peut penser le contraire. Moi, je pense que notre première ligne de défense, aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Maintenant, on peut penser le contraire. Et moi, je ne peux pas décider. Parce que je ne sais pas exactement... Laissez-le terminer. Je continue. Quels sont les moyens ? Après, moi, ça me paraît un tout petit peu illusoire, de penser que y aura... Volodymyr Zelensky peut dire « Ah bah, j'ai obtenu une paix qui me convient parfaitement ». Et de l'autre côté, Vladimir Poutine qui dit « Moi aussi, dans l'histoire des guerres, c'est malheureux, mais il y a toujours un gagnant et un perdant ». Alors, je sais que l'objectif, c'est de faire en sorte que les Ukrainiens perdent le moins mal possible. Mais la réponse du général Desportes, c'est pas un peu utopique ? bientôt la fin de l'émission. Qui peut décider de ça ? Jusqu'où puis-je perdre ? Qu'est-ce que je peux perdre ? Le seul qui peut le faire aujourd'hui, c'est Zelensky. Derrière nous, on décide. Est-ce qu'on est avec lui ? Ou est-ce qu'on décide d'aller dans son jeu ou pas ? Et on peut décider, l'action de Montreux, ça n'est pas réaliste, et on va se battre sur la frontière polonaise. Mais à un moment donné, il faut décider, c'est que le choix stratégique, il est simple pour nous. On se bat en Ukraine ou sur la frontière polonaise. Mais on le fait complètement
On le fait complètement. Et pour l'instant, on est toujours, depuis le début, entre deux eaux. Et en même temps, il faut se défendre contre le Sud. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Eugénie Bassine, une question, rapidement. Est-ce que vous dites on doit se battre contre les Russes comme si c'était inéluctable? Est-ce que, pardonnez-ma naïveté, mais est-ce que le fait que nous ayons l'arme nucléaire ne nous préserve pas des conflits, contrairement à d'autres pays européens d'ailleurs? Mais nous, la France, je ne parle pas de l'Europe, je parle de la France, est-ce qu'on n'est pas à l'abri justement d'une attaque russe? D'accord, du fait que nous ayons l'arme nucléaire. Vous avez raison. On a une dissuasion nucléaire qui est solide et qui n'est en rien menacée par les survols de drones. Mais elle est solide. Mais est-ce que deux affaires. Est-ce que vous pouvez imaginer la France qui vive libre, heureuse, économiquement puissante, dans une Europe qui, au contraire, je ne pense pas que ça puisse arriver, mais soit totalement vassalisée par la Russie? Non. La défense de la France aujourd'hui, elle ne peut se faire qu'au niveau supranational. Ça, c'est le 1. Le 2... Ça existait pendant la guerre froide. Enfin, Comment? la moitié de l'Europe qui était aux mains des soviétiques. Je ne dis pas du tout la moitié de l'Europe, il y avait 400 000 Américains. Enfin, il y avait un peu de monde. C'était quand même... Moi, j'y étais. Hein. La première armée française, c'était 250 000 hommes. C'était pas absolument rien. Donc, ça n'était pas absolument rien. Et d'autre part, vous parlez de la guerre froide et vous avez bien raison. Pourquoi est-ce qu'on croyait à la dissuasion française? Parce qu'il y avait une première armée française à laquelle j'ai appartenu. Et nous, on était prêts à mourir. Prêts. Moi, je me suis entraîné sur le long du rideau de fer pendant 10 ans. J'ai fait ça. Et là, le concept de défense française, c'était on va arrêter. Si les Russes avaient passé la ligne formée par les corps d'armée allemands, belges, anglais, etc., c'est qu'ils auraient montré leur volonté de combattre. Et nous, la première armée, on serait allé, on était là, on se serait battu. Et on se serait battu pour caractériser leur volonté d'attaque. Et alors, on aurait donné par là même un droit moral au président de la République à tirer sur Moscou, ce qui aurait, ce serait traduit par la destruction de Paris. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Et donc, le droit moral à tirer nucléaire, c'est quelque chose, si vous voulez. C'est pour ça que le modèle, un gendarme sur le pont de Kiel et la bombe atomique, ça ne marche pas. Il faut un corps de bataille. Merci beaucoup, Général Vincent Desportes, d'être venu ce soir dans Punchline. Merci à Catherine Ney, Louis de Ragnel, Éric Nolot et Eugénie Bastier. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, sur Europe 1, Pierre de Villeneuve, sur CNews, Christine Kelly. Bonne soirée à vous tous.